pour argent comptant ce que le journaliste disait. Le journaliste était une sorte de gourou qui savait tout sur tout et qui balançait l'information, et nous on disait amen, on récupérait et on consommait comme ça. Ça a totalement changé. Comme je dis là-dedans, il y a, avec Internet, ce n'est plus l'utilisateur qui va vers le journaliste pour lui demander ou qui accepte ce qu'on lui donne sans poser de questions. Mais aujourd'hui, c'est plutôt le journaliste qui se tourne vers les besoins du lecteur et se questionne sur la pertinence de l'info qu'il va publier. Donc, je voulais résumer aujourd'hui le consommateur de la presse. C'est le monsieur au milieu, là. Il a le choix, soit d'aller écouter sa radio dans sa cuisine, dans sa voiture et tout ça, soit d'aller dans son salon et d'ouvrir sa télévision, soit d'acheter un journal, de se poser dans un bar et de le lire, soit d'utiliser son téléphone portable, mais tous ces médiums réunis peuvent être accessibles depuis un ordinateur portable aujourd'hui. Moi, personnellement, je n'ai pas de télé chez moi. Ça ne me manque pas parce que je peux, en tant que consommateur d'informations, je peux tout récupérer sur mon ordinateur. J'ai mes petites émissions que j'aime bien, que j'enregistre, hop, je les récupère. Et ça change le rapport, en fait, le rapport de force entre journalistes, fabricants d'informations et consommateurs. Et il y a également une notion qu'on appelle le participatif, qui est venue avec Internet, avec les nouveaux médias. C'est-à-dire, on ne fabrique plus de l'information qu'on balance et les gens consomment sans poser de questions. Non, le lecteur peut commenter. Et dans ces commentaires, comme je le dis là-dedans, il y a des compléments d'information. Non mais attendez, vous avez oublié tel détail dans les commentaires. Il y a des remarques sur la pertinence des faits reportés. Je me suis déjà pris des grosses remarques de gens qui connaissent mieux le sujet que moi, qui ne sont pas journalistes, qui te rappellent à l'ordre. Ils te disent, attends, tu racontes n'importe quoi, c'est pas ça, hein. La vérité, c'est ça. Et je me suis déjà tombé sur des gens qui ont un recul historique par rapport à certaines situations qui est plus important que le mien parce que je suis jeune et qui retrace une information dans son contexte historique. J'ai rien à dire, hein. J'ai dit, ok, et de temps en temps, je récupère même le contenu des commentaires pour les intégrer dans mon billet principal. Donc le lecteur n'est plus un simple lecteur, mais il peut participer et enrichir l'information. Et puis, bon, je disais qu'il y avait aussi les rectifications. Ensuite, il va plus loin, le consommateur d'information, parce qu'il sort de son rôle de consommateur pour devenir producteur lui-même. Aujourd'hui, quelqu'un est venu me demander tout à l'heure comment on faisait pour créer un blog. On en a créé un, ça n'a même pas pris 3 minutes. 5 minutes maximum, vous créez votre propre journal sur lequel vous pouvez publier ce que vous voulez et ce que vous pensez. Pas de patron, vous êtes vous-même votre rédacteur en chef. Et vous mettez votre réputation en jeu, je vais le dire un peu plus loin, quand vous vous engagez à produire de l'information. Tout le monde peut le faire, hein. Et les jeunes aujourd'hui, ceux qui sont autour de 20-21 ans, ils ont presque tous un blog, hein, même en Afrique, hein. Je vais vous raconter une petite histoire personnelle qui s'appelle Congo Blog. En 2005, je travaillais pour la radio Okapi. Radio très respectée au Congo, mais en même temps sous la tutelle des Nations Unies. Donc, il faut rester politiquement correct, il faut faire du journalisme, c'est-à-dire reporter des faits et non pas donner son avis personnel. Mais moi, en tant que jeune Congolais qui vivait dans cette grande fourmilière qu'est Kinshasa, j'avais des frustrations que j'avais besoin d'exprimer. J'ai trouvé de l'argent des conducteurs sans se cacher. Ça, c'est au coin de ma rue, hein. C'était à côté de chez moi. Je passe par là, je sors mon petit appareil photo, tchac, discrètement, je fais une photo, et j'arrive à mon boulot dans un cybercafé, j'écris un petit article, je publie. Je dis, voilà ce que nos vaillants policiers font lorsqu'ils sont dans un coin. J'ai tellement dénoncé que je me suis fait plein d'ennemis, en fait. Pareil, là, cette dame qui prend l'argent d'un conducteur en plein jour devant tout le monde, ça dérange personne. Je prenais des photos et je publiais ces informations-là. J'ai eu beaucoup de chance. J'ai des petits moments sympas comme ça à Kinshasa. La customisation d'un véhicule allemand, la congolisation d'un véhicule allemand, c'est des petits détails comme ça que je captais en photo et que je publiais.
Et j'ai réussi à attirer pas mal de Congolais qui vivent à l'étranger, en fait. Parce qu'il n'y avait pas de photos du Congo sur Internet. Mobutu avait interdit les photos à l'époque. Juste à l'entrée de la MONUC à Kinshasa. Elle était là depuis 6 mois, elle débordait, elle puait, personne ne s'en occupait. Je passe par là, je fais une photo, j'en parle sur mon blog. Je passe par là une semaine après, je fais une autre photo, j'en parle sur mon blog. Quelques temps après, ils sont venus l'enlever. Les gens de la MONUC avaient vu mon article, ils ont appelé les autorités urbaines et compagnie, et moi je passais par là, je venais au boulot un matin, ah ils enlèvent la poubelle, et j'ai écrit un article là-dessus. Donc avec ma petite action qui n'avait rien à voir avec mon travail de Radio Okapi, parce que j'ai continué à être journaliste quand même. Je faisais du factuel, je racontais des choses avec des hommes politiques, avec tout ce qu'il y a comme choses intéressantes qu'on peut trouver là-dedans, mais en même temps je restais un citoyen parce qu'à côté, je disais ce que je pensais vraiment. Et je parlais avec mon cœur, en fonction de mon humeur du jour. Le jour où j'étais fâché, j'écrivais des choses fâchées. Le jour où j'étais plutôt de bonne humeur, j'écrivais sur un ton un peu plus drôle. Et j'ai réussi à créer une communauté comme ça. Voilà, des petits moments sympas à Kinshasa, transport en commun. Déménagement à la congolaise. C'était ce genre de sujet que je faisais. J'étais juste derrière et hop, j'ai fait ma petite photo et je publie sur mon site. Bon, moi j'étais quand même partagé entre deux mondes. J'étais journaliste professionnel et en même temps blogueur. Bon, il y a eu des conflits d'intérêts à certains moments, on m'a demandé d'arrêter et tout ça, mais j'ai continué quand même. Le citoyen peut tout à fait fabriquer de l'information de très bonne qualité. Moi, je lis beaucoup les blogs. Il y a des blogueurs qui traitent des sujets 100 fois mieux que des journalistes professionnels. Et je vais vous dire un peu plus loin, il y a plein de médias aujourd'hui qui naissent et qui ne se basent que sur leur communauté. De toute façon, il y a des problèmes économiques, on le sait. Il n'y a pas que la presse africaine qui connaît des problèmes économiques, c'est partout. Même en Europe, un journal comme Le Monde, par exemple, ils n'ont plus de correspondants en Afrique, c'est fini. Ils se nourrissent presque tous de dépêches AFP. C'est une des choses qui m'a d'ailleurs le plus surpris quand je suis arrivé en Europe, c'est d'arriver dans des rédactions et pendant toute une journée de ne voir aucun reporter aller sur le terrain. On lit des dépêches AFP, on passe 2-3 coups de fil, on publie. Et c'est des problèmes que rencontrent tous les médias, donc pas spécialement les médias en Afrique. Est-ce pour autant qu'on va dire que c'est la fin du journalisme ? Je ne pense pas. Personnellement, je ne pense pas que ce soit la fin du journalisme professionnel, mais c'est juste une évolution du métier, quoi. Je ne vois pas pourquoi tous les autres métiers évoluent et que le journalisme devrait rester figé. Ça évolue, et ça évolue même très très vite. Comme je disais tout au début, le monopole du journaliste tombe. Aujourd'hui, nous ne sommes plus les seuls à fabriquer de l'information. Tout le monde peut le faire. Le petit qui traîne là à côté du lac, qui voit un accident de bateau avant que le journaliste n'arrive, il a déjà fait une photo, elle a déjà fait 4 fois le tour du monde avec un petit billet. Donc le rôle du journaliste change. Donc le journaliste, plutôt que de sortir de l'information comme c'était avant, quelque chose se passe à l'autre bout du monde, on envoie un journaliste qui y va avec sa caméra, qui filme, qui monte, qui prend le temps de travailler son sujet, de le publier, c'est fini ça. Maintenant c'est instantané. Si tu ne sors pas le sujet aujourd'hui, mais de toute façon moi je vais aller sur internet, je vais aller dans les journaux du pays concerné, je vais les avoir. Donc ça change un tout petit peu les choses. Ça c'est en Belgique. C'était il y a 2 ans. Énorme accident de train, 18 morts je crois si je ne me trompe pas. Les premières photos qui ont fait le tour du monde étaient les photos d'un passant. C'était un type qui passait par là par hasard, qui a vu l'accident, il a fait la photo, qui a balancé sur son Facebook, ça a été repris sur Twitter, ça a fait le tour du globe, et les médias professionnels ont utilisé ces photos-là dans leurs articles. Le temps que les journalistes arrivent et fassent des photos, ça aurait été trop tard aujourd'hui, dans les rapports actuels. Et la photo a été célèbre, elle a fait le tour du monde. Le type qui avait pris, il s'est fait payer par certains médias pour republier sa photo.
ça pour dire que le journaliste ne peut pas être partout. Aujourd'hui, avec, comme je disais tout à l'heure, la miniaturisation des outils et puis une telle facilité de créer son propre média et tous ces nouveaux outils qui permettent en quelques minutes de faire de très bonnes photos, de faire de la très bonne vidéo, finalement, les journalistes, le temps qu'il arrive, l'info, elle est déjà fabriquée, quoi. Et c'est quoi notre rôle? Quand on arrive le temps de prendre un taxi, d'arriver sur place avec la caméra, les gens sont habitués maintenant à avoir l'information tout de suite quand ils veulent. Un autre exemple, ça c'est aux États-Unis, dans le Hudson, un avion qui tombe, les gens qui passent dans un bateau à côté font des photos, ils envoient sur leurs réseaux sociaux et ça a fait le tour du monde. En moins de 5 minutes, on savait qu'il y avait un accident d'avion aux États-Unis, on avait même les photos. C'est comme si on y était. Les journalistes sont arrivés bien plus tard, on fait d'autres photos et tout ça, mais c'est ces photos-là qui ont fait le tour du monde en premier. Ça ne se passe pas qu'en Europe. Ça, c'est au Congo, à Goma. Accident d'avion. Moi, j'étais en France. En 5 minutes, même pas, j'avais les photos. Ils ont sorti leur téléphone portable. Ils ont fait c'est les jeunes qui sont en train de piller l'avion qui viennent de s'écraser. En 5 minutes, j'étais en France. C'est comme si j'étais à Goma. Je voyais comment ça se passait. C'est tout à fait possible. Par rapport au positionnement du journaliste là-dedans, moi j'aime bien dire que les journalistes qui survivront, c'est ceux qui s'adapteront à ces nouvelles règles. Les petits, là, tous les petits qui ont 15 ans aujourd'hui, quand ils vont arriver, ils vont pas rigoler. Hein. Les téléphones portables pourront faire beaucoup plus de choses qu'on peut faire avec aujourd'hui. Les tablettes coûteront beaucoup moins cher et permettront de faire pas mal de choses. Parce qu'aujourd'hui, avec ma tablette, j'arrive à faire une photo, la recadrer, la retoucher, la publier. Demain, ce sera encore plus facile. Et c'est pas compliqué. Hein. Franchement, il suffit de s'y mettre et puis on y arrive. Et je parlais tout au début de médias qui naissent, qui sont totalement basés sur la participation. Ça, c'est un exemple. Citizenside, c'est notamment grâce à eux que la photo de l'accident en Belgique a été médiatisée. Ils ont, en fait, le principe de ce site, c'est que monsieur tout le monde qui se retrouve quelque part peut faire des photos, faire du contenu, leur envoyer, et ils le recadrent un tout petit peu, parce que le rôle du journaliste aujourd'hui, c'est ça, en fait, hein, c'est de récupérer des infos que monsieur tout le monde a fait monter et les retoucher, leur donner de la forme. Ce qui fait, moi, je préférerais lire l'article d'un journaliste. Je sais qu'il a, même si ça, à l'origine, c'est le citoyen qui l'a fait remonter, mais le citoyen peut écrire de manière maladroite, il ne sait pas trop, je vais avoir du mal à lire, à comprendre ce qu'il veut dire. Et le journaliste va comprendre cette info-là, va la mettre en musique, et va permettre à tout le monde de comprendre cette information-là. Donc Citizenside, il récupère des photos et du contenu, il publie. Et les médias professionnels, assez souvent, viennent les voir pour dire est-ce que vous pouvez me donner telle photo j'en ai besoin pour publier chez moi. Parce qu'un photographe, à l'époque où le métier de photographe, il disparaît aujourd'hui, mais à l'époque, pour une rédaction, ça coûte très cher, quoi. Il faut payer tout un salaire, il faut payer le dernier appareil sorti pour que monsieur puisse aller à l'autre bout du monde, aller faire des photos. Pourquoi on paierait aujourd'hui quelqu'un pour aller faire des photos en Argentine, alors qu'il suffit de passer un coup de fil, même pas, il suffit d'attendre sur Facebook et de voir des photos d'un événement arriver automatiquement. Donc, je ne dis pas que le métier de photographe ne sert plus à rien, mais ça se spécialise. Et monsieur tout le monde peut faire des photos. Donc, eux, ils récupèrent, ils balancent. Et en plus, vous pouvez gagner de l'argent. Si jamais votre photo est récupérée ou est achetée par un média professionnel, vous touchez quelque chose. Vous partagez avec Citizenside. Un autre exemple que j'aime bien, c'est Rue 89. Eux, ils ont lancé, bon, c'est discutable, mais ils prétendent qu'ils ont lancé le concept de l'info à 3 voix, c'est-à-dire l'information basée sur 3 acteurs, les journalistes, normal, les experts et les citoyens. Les experts, souvent, on les imagine comme étant des savants, des gens avec beaucoup de cheveux et qui parlent avec beaucoup de mots techniques que personne ne comprend. Rue 89 s'était donné le pari de récupérer ces propos-là, qui peuvent être très compliqués et très confus pour le commun des mortels, et d'en faire un contenu éditorial compréhensible par tout le monde.
ils arrivent plus ou moins à le faire, même s'il y a très peu de contributions d'experts. Et il y a aussi Monsieur Tout-le-Monde qui peut contribuer. Moi, j'ai déjà écrit sur U89, par exemple. J'étais tombé une fois sur un tag raciste sur un mur de Lille alors que je venais d'arriver. J'ai vu, j'ai dit, en tout cas, je veux répondre à la personne qui avait mis ce tag-là. J'ai appelé Rue 89, je leur ai dit, j'ai un article. Je n'aurais pas dit que j'étais journaliste. J'ai dit, j'ai un article à publier, est-ce que vous pouvez le prendre? Ils m'ont dit, ok, envoie. J'ai envoyé et mon article a été publié même sur la première page du site internet. Donc, c'est des médias qui sont nés et qui fonctionnent totalement sur le modèle, non seulement de participation du citoyen et de l'expert et de Monsieur Tout-le-Monde, mais également avec la possibilité d'apporter sa contribution dans les commentaires. Ils font énormément de commentaires. Hein. La plupart des articles, c'est plus d'une centaine de commentaires. Ce n'est pas toujours intéressant, mais en tout cas, ça a le mérite de donner la parole aux citoyens. Et aujourd'hui, c'est inimaginable de créer un site d'actualité et de fermer les commentaires et de ne pas avoir de commentaires. Tout le monde quand crée un site, c'est même une option par défaut, en fait. Quand vous créez un site, il y a l'option commentaire qui est activée. Donc toutes ces expériences, j'en ai plein d'autres exemples. J'ai par exemple l'émission pour laquelle je travaille à RFI, on a 10 000 membres, on a une petite communauté, on a 10 000 membres, et ce sont les membres qui nous suggèrent les sujets à faire. Toutes les semaines, les gens de notre communauté nous disent il y a ça qui se passe dans notre pays, est-ce que vous pourrez faire un truc là-dessus? Et sur base des suggestions de la communauté, on fabrique des émissions pour répondre à leurs besoins. Et ça marche très bien. Après, ils viennent pour commenter, pour nous dire qu'on a omis un détail, on arrive comme ça à fabriquer pendant toute la semaine nos émissions. Et j'ai conçu avec RFI un autre projet qu'on a appelé Mondoblog, parce qu'en fait, je m'étais rendu compte qu'il y avait très peu de blogs africains vraiment actifs. Je me suis dit, la plupart des gens ont peur de se lancer. J'ai entendu depuis hier, les gens dire « Ah, le métier va disparaître, il faut faire attention, il faut réguler. » Peut-être, mais moi je ne pense pas qu'on pourra stopper cet élan. Ça va très très vite et ça va être encore pire d'ici 5 ans. Donc c'est maintenant qu'il faut attraper le train, sinon ça va être trop tard. Donc tout ça pour dire que Mondoblog, pour revenir à ce projet-là, c'était juste un projet de formation pour des jeunes qui ne sont pas des journalistes. Hein. Le slogan de ce projet, c'était devenez ambassadeur de votre ville ou de votre village sur la toile. On avait demandé à des jeunes sur les ondes de RFI, écrivez une histoire sur ce qui se passe chez vous, envoyez-nous, et on va peut-être la publier. Et vous allez peut-être remporter un concours, et ensuite vous allez gagner le droit à une formation de journaliste avec l'école de journalisme de Dakar. Et en fait, comme c'était la plupart des jeunes qui n'étaient jamais sortis de leur pays, ils ont quand même envoyé des histoires qui étaient fabuleuses, mais excellentes. Je viens du Congo, je sais comment se passe le journalisme là-bas. Hein. La plupart des gens qui sont journalistes, comme le journaliste n'a pas de statut, comme c'est payé une misère pour manger, il y a le coupage. Hein. On va voir monsieur le ministre. Je sais de quoi je parle. Hein. Je me suis retrouvé dans des reportages où il y a eu une vingtaine de maisons qui se sont écroulées. J'étais le seul journaliste. Les autres étaient au Grand Hôtel de Kinshasa parce qu'il y avait une conférence où on distribuait de l'argent. Donc les sujets sociétaux totalement abandonnés et la couverture de l'actualité politique dans un pays comme le Congo, elle est parfaite. Hein. L'Assemblée nationale est très très bien couverte. Ce qui se passe dans le ministère, c'est très bien couvert. Ce qu'a mangé le président, on sait tous. Mais ce qui se passe dans la vie des gens, dans la vie de tous les jours, on ne s'y intéresse pas. Et le public sanctionne d'ailleurs ces médias-là. Plus gros tirage au Congo, à Kinshasa, c'est le journal Le Potentiel, 5000 exemplaires par jour, dans une ville de 11 millions d'habitants. Difficile à comprendre. Quoi, les gens n'ont pas d'argent? Je ne pense pas que ce soit une histoire d'argent. C'est parce que les informations publiées dans ces journaux-là ne les intéressent pas. Et moi, avec mon blog, j'ai réussi à attraper des gens. À un moment, j'étais presque le site le plus visité au Congo. Juste parce que je parlais des gens. Quand je parlais de coupure d'eau chez moi, par exemple, ce n'était pas un problème qui me concernait moi-même. C'est un problème qui concernait tous les Congolais. Ils ont le même problème. Donc quand j'en parle, je parle pour eux. Et ils viennent pour commenter, ils viennent pour en rajouter. Et donc, tout ça pour dire que
s'il y a une couverture politique qui est vraiment bien, qui est même irréprochable à certains moments, l'actualité sociale, ce qui touche aux gens tous les jours, est totalement délaissé, quoi. Et quand on attrape ce créneau-là, quand on se positionne sur ce créneau-là, ça ne peut que marcher. Parce qu'on parle des gens. Et en France, aujourd'hui, par exemple, les journaux de la presse quotidienne régionale, les journaux très régionaux, n'ont pas trop de peine à fonctionner parce que les gens achètent. Parce qu'ils ne parlent que des sujets très locaux, que des sujets qui concernent les gens. Et je connais plein de gens assez âgés qui achètent le journal uniquement pour voir le registre des naissances ou pour voir qui s'est marié dans le village ou qui est mort. Ils achètent, hein, ils sortent l'argent pour l'acheter. Et c'est pas parce qu'ils sont riches, hein. C'est juste parce que les informations qui sont dans les journaux les intéressent. Et les journaux en Afrique, c'est une catastrophe parce que c'est très élitiste, quoi. Monsieur, avec un français, même moi des fois je comprends rien, alors que j'estime que je connais quand même un peu le français. Totalement déconnecté de la réalité, totalement déconnecté de monsieur tout le monde et très ciblé élite. Il n'y a que les ministres et les gens qui les entourent qui achètent et du coup ça se finit avec des journaux à 5 000 exemplaires par jour dans des villes de 11 millions d'habitants. Incompréhensible. Je ne vais pas m'attarder, je vais vous laisser le plaisir de me poser des questions. Donc je conclus, le mode de consommation change, la pratique du métier change totalement. Et ceux qui survivront, c'est ceux qui réussiront à attraper le train. C'est gratuit, c'est très facile. Tout à l'heure, je me posais la question de savoir si je pouvais commander à distance mon ordinateur avec mon téléphone. J'ai tapé sur Google, commander PowerPoint avec téléphone, j'ai trouvé la réponse. Et c'est pareil avec ces nouveaux outils qui sont gratuits. Donc voilà, je vous laisse me poser des questions et puis on va discuter là-dessus.